Dans Opération Eye, on vous fait découvrir les coulisses de l'hôpital. Cette fois, Chris est dans le service d'allergologie. Crevettes, fromage et cacahuètes. Qu'est-ce que ces trois aliments ont en commun? Évidemment, ils sont tous meilleurs trempés dans le chocolat. À part les cacahuètes, ce serait vraiment dégoûtant. Mais ces aliments sont aussi la principale cause d'un problème que vous avez peut-être vous-même. Je parle des allergies alimentaires. Une allergie peut faire réagir le corps de façon très impressionnante. Ces images montrent des réactions allergiques cutanées. Mais qu'est-ce qu'une allergie et pourquoi le corps réagit ainsi? Voici le docteur Vibha Sharma. Elle est allergologue. Elle va tout nous expliquer. Dites-nous, docteur Sharma, qu'est-ce qu'une allergie? Une réaction allergique apparaît quand on donne à quelqu'un un aliment qui ne lui convient pas et son corps réagit. Qu'est-ce qui se produit quand quelqu'un fait une réaction allergique? Quand c'est pas trop grave, ça peut causer une éruption cutanée ou un gonflement. Mais une petite frange de la population peut déclencher des réactions très graves et ça les rend très malades. Voici Haroun, chez qui on suspecte une allergie au lait. Quand je mange quelque chose qui contient du lait, ça me gratte partout sur mon corps. Et voici Oli, chez qui on suspecte une allergie à la cacahuète. La dernière fois que j'ai mangé une cacahuète, j'avais 18 mois et j'ai fait une grosse réaction. Ils sont venus faire des tests de provocation orale. Ce test est un véritable défi. Pour ce test de provocation orale, le TPO, Haroun et Oli vont ingérer de petites bouchées d'aliments auxquels Dr Sharma suspecte qu'ils sont allergiques. Ils seront sous surveillance constante par l'équipe médicale au cas où ils déclenchent un début de réaction allergique. Oli prend du chocolat avec des bouts de fruits à coque. Elle n'a pas mangé de fruits à coque depuis 11 ans. Alors, ça donne quoi? J'ai eu ma première bouchée, jusque-là ça va. Haroun a eu des pâtes avec un peu de lait dans la sauce. Tout va bien? J'ai l'impression que ça commence à me gratter. Si la peau d'Haroun le démange, ça peut être le signe d'une allergie. Mais pas de réaction importante pour l'instant. Attention, voilà la deuxième bouchée. Une réaction? C'est la deuxième et tout va bien. Finalement, après quelques bouchées de cet aliment si redouté, la bonne nouvelle tombe pour Oli. J'ai pris 6 bouchées de chocolat avec des fruits à coque et je n'ai eu aucune réaction. Ils m'ont affirmé que je n'ai aucune allergie aux fruits à coque. Bravo, Oli. En grandissant, le corps peut parfois développer une tolérance à certaines allergies. Ça fait une bonne nouvelle. Et pour Haroun, il prend une grosse cuillerée et encore une plus grosse. Les médecins lui préparent un vrai repas pour observer sa réaction. Il a commencé à beaucoup se gratter. Ça te démange? C'est évident qu'il fait une réaction allergique. Quand ça arrive, c'est que le corps sécrète une molécule appelée l'histamine. C'est ce qui fait que ça le démange. Plus on sécrète de l'histamine, plus la réaction est violente. L'histamine déclenche des démangeaisons chez Haroun, mais aussi des petites cloques sur la peau. C'est de l'urticaire. Ces cloques sont remplies de liquide qui provient des vaisseaux sanguins de la peau, ce qui signifie une chose. Je suis allergique au lait des pâtes. Les réactions d'Haroun par le passé ont été très violentes. Il a eu des détresses respiratoires qui ont nécessité un traitement médicamenteux. Mais heureusement, aujourd'hui, il a déclenché cette urticaire qui nous a alertés. Alors, on va arrêter le test. Il a pris un médicament et on va le garder en observation pour être sûr que la crise allergique s'estompe et qu'il ne développe pas d'autres symptômes. Même si le corps peut s'adapter et combattre des allergies alimentaires, ce test de provocation orale a confirmé que le corps d'Haroun est encore réactif au lait. Il devra donc éviter de manger tout aliment contenant du lait pour ne pas développer de réactions graves à l'avenir. Le sang. Si vous êtes malade et qu'il vous en faut, rien d'autre ne fonctionnera. La difficulté, c'est qu'il n'y a qu'un seul moyen d'en obtenir, c'est de le prendre chez d'autres gens, des gens comme moi. Environ 4000 litres de sang sont utilisés chaque jour dans les hôpitaux de tout le pays. C'est vital car ça sauve des vies. C'est pour cela que donner son sang est si important. Je vais t'introduire une aiguille dans le bras, Aksand. Ouais, c'est bien dedans. Et en fait, ça ne fait pas mal du tout. C'est un peu comme une égratignure et l'idée n'est pas agréable, mais Linda est une véritable experte, alors tout va bien. Tout se passe bien. Ça coule parfaitement. Et voilà, ça se remplit. Votre corps est une véritable usine à globules rouges. Il crée en permanence du nouveau sang, mais il le fait dans un endroit que vous ne suspectez pas, l'intérieur même de vos os.
Pour être précis, le corps produit 2 millions de globules rouges chaque seconde. C'est incroyable. Je vais donner un demi-litre de sang, l'équivalent de 2 canettes de soda. Cela représente environ 13% du sang en circulation dans mon corps. En France, vous ne pouvez pas donner votre sang avant d'avoir 18 ans, mais vous pouvez en recevoir et ça pourrait vous sauver la vie. C'est fini, et ça n'a pris que 5 minutes. Je retire le tout. Voilà. Parfait. Appuie bien sur le pansement. Très bien. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Ceci est une poche remplie de mon sang. Et à un moment donné, dans les prochains 35 jours, il sera mis à l'intérieur de quelqu'un d'autre et il pourra peut-être lui sauver la vie. Mais on ne peut pas le lui donner directement. D'abord, cette poche doit aller au laboratoire du sang. C'est ici qu'est le plus grand labo de sang dans le monde. Et on va y entrer. C'est la première fois que je vois ce genre de choses. Derrière moi, il y a 800 poches de sang humain vivants. Waouh! John Kirkwood va nous expliquer ce qu'on va faire de mon sang. Votre sang est parmi les 3000 dons qu'on a reçus de donneurs. Donc on parle d'une petite piscine pleine de sang. Tous les jours. Tous les jours. Exactement. Le sang qui arrive au laboratoire est filtré pour en retirer les cellules qui ne peuvent pas être attribuées à tous les patients. Que se passe-t-il ensuite? Ensuite, la poche de sang est emportée vers l'unité de traitement où on va séparer le plasma, les plaquettes et les globules rouges. Le travail du laboratoire consiste à séparer les 3 constituants du sang pour fournir les 3 éléments qui vont traiter les patients selon leurs besoins médicaux. Le premier élément, ce sont les globules rouges, utilisés pendant les opérations et les transfusions. Ensuite, le plasma et les plaquettes, le liquide plus sombre. Le plasma contient des protéines et des cellules qui aident les patients à combattre les maladies. Et enfin, les plaquettes sont minuscules mais essentielles. Elles aident le sang à coaguler et sont utilisées pour des traitements spécifiques de la moelle osseuse et des cancers. Pour séparer les globules rouges du plasma et des plaquettes, on insère les poches là-dedans. Cette machine agit comme une machine à laver et tourne très vite, ce qui fait se séparer les éléments en 3. Une grosse presse fait sortir le plasma et les plaquettes. On obtient donc des poches en haut et les globules rouges en bas. Dans une autre unité du laboratoire, on effectue une autre opération essentielle, l'analyse. Chaque poche de sang donnée doit être testée pour 2 raisons. Premièrement, le sang peut être porteur de maladies et vous ne voulez pas attraper une maladie à cause d'une transfusion. La seconde raison pour laquelle il faut le tester, c'est qu'il existe différents types de sang, comme il y a différentes couleurs d'yeux ou de cheveux. Ce sont les groupes sanguins et vous les connaissez peut-être. Il y a le A, le B, le AB et enfin le O. Mais attention, si jamais on ne vous donnait pas le bon groupe sanguin, ça pourrait être fatal. Mais ne vous inquiétez pas, ces gens-là savent très bien faire leur boulot. Ici se trouve le produit final de cet immense laboratoire du sang. Des milliers de poches de produits sanguins humains sont stockés ici, y compris mon don. Et tout ça partira bientôt sauver des vies. Des milliers de litres de sang sont utilisés chaque jour au Royaume-Uni. Il est très important que les dons du sang arrivent en permanence dans ces laboratoires, afin que le sang soit traité et envoyé dans les hôpitaux. Chris va vous faire découvrir un service de l'hôpital que vous ne connaissez pas. Oh! Un bouton! Normalement, ce serait un désastre. Mais aujourd'hui, je suis de garde en dermatologie, alors je me ferai examiner. L'infirmière Debbie Woodcock est prête pour parer aux urgences comme celle-ci. Je vais regarder ça avec ma loupe qui peut voir la peau de très près. OK? Bon, c'est un petit bouton. C'est pas le pire que tu aies vu. Pas d'inquiétude. J'ai très envie de le percer. Ne jamais percer les boutons, parce que si les mains sont sales et qu'on fait ça, et qu'on arrive à faire sortir le pus du bouton, et que sur les doigts et sous les ongles on a des microbes, alors on aura peut-être fait sortir le pus du bouton, mais on aura laissé un trou dans la peau, et tous les microbes vont pouvoir y entrer. Donc ce que tu veux dire, c'est que je vais devoir le supporter quelques jours? Oui, Chris, c'est juste un petit bouton. Tu vas survivre. Bon, assez parlé de mes problèmes de peau. Dans le service de dermatologie, on s'occupe de la peau. C'est notre plus grand organe. La peau est une couche de protection qui entoure tout notre corps. Mais comme tout dans notre corps, ça peut se compliquer. Rachel vient en consultation pour montrer des plaques sur ses jambes. L'infirmière Sophie Dolman va l'examiner. Ces lésions sont typiques de l'eczéma. La couche de la peau qui doit maintenir l'hydratation ne fonctionne pas, et la peau est alors déshydratée.
L'eczéma est une affection répandue. Ça assèche la peau, ça gratte, et les plaques peuvent s'infecter si elles ne sont pas traitées. Rachel, tu as essayé des tas de crèmes, mais aucune n'a marché. Pourquoi ces crèmes n'ont pas fonctionné? Elle n'était pas assez concentrée. Le traitement consiste à appliquer une crème très hydratante. On lui passe une crème vraiment très hydratante contenant des stéroïdes pour son eczéma. Et les stéroïdes vont réduire l'inflammation. Ils fonctionnent mieux s'ils restent en contact avec la peau. Et maintenant, on lui fait un bandage bien couvrant parce que la crème est très grasse. À suivre. On va rencontrer Daniel, qui souffre d'une maladie rare de la peau depuis la naissance, qui fait que sa peau se craquelle facilement. Ce n'est pas contagieux, mais c'est grave et les symptômes doivent être maîtrisés. Je peux voir que tu as la peau sèche sur le visage, dans le cou et sur les mains. Pourquoi tu as la peau aussi sèche? Ma peau se régénère trop sur mes articulations, mais pas assez ailleurs sur mon corps. Quel genre de choses ça t'empêche de faire? Je ne pouvais pas faire beaucoup de sport à l'école. Si je marche trop, j'évite des ampoules. Sur tes pieds? Oui, les pieds, c'est le pire. Est-ce que tu peux me montrer où tu souffres de cette maladie? Au coude, sur les mains. Donc, tu fabriques trop de peau. Ouais. Ça, c'est la main de Dan et là, c'est la mienne. Et partout où il y a des plis, partout où la peau frotte dans la main de Dan, il fabrique trop de peau. Et c'est ce qu'il doit atténuer en frottant avec de la crème hydratante. C'est certainement une maladie difficile à vivre. Comment tu arrives à gérer? J'ai pas le choix, je dois faire comme je peux. Est-ce qu'il t'arrive de te sentir complexé? Non, ça sert à rien. Ça fait partie de moi, c'est tout. Même si Daniel ne peut pas guérir de sa maladie, il vient régulièrement à l'hôpital. Il reçoit le traitement qu'il continuera de prendre toute sa vie et qui lui permettra de supporter la douleur et de gérer l'excès de peau. Parfait, ça m'a fait plaisir de vous voir, Daniel. Voici Molly, qui vient faire examiner son eczéma après avoir reçu le même traitement que Rachel, mais il y a quelques semaines. Elle a suivi le protocole d'hydratation chez elle. Molly, ça fait 4 semaines. Comment va ton eczéma? Ça a presque disparu. Presque disparu? Tu peux me montrer? Oui. L'eczéma était grave sur ton genou? Oui. Et maintenant, après le traitement, c'est comment? Beaucoup mieux. Parce que la dernière fois, c'était tout rouge et surtout très sec. Il y a beaucoup de façons de traiter l'eczéma. Il faut traiter chaque enfant différemment? Oui, chaque cas est différent. Et une crème donnera des résultats sur une personne, mais pas sur une autre. Mais on essaye les différentes crèmes qui existent. Et pour Molly, on dirait que tu as trouvé la bonne crème hydratante. Et tu as l'air d'être plutôt contente. Oui. Vous passez un tiers de votre vie à ne faire absolument rien. Me curer le nez, ce n'est pas rien faire. Je ne parle pas de tes habitudes dégoûtantes, je parle évidemment de dormir. Tous les animaux le font, nous y compris, et c'est essentiel à la vie. Et pour en savoir plus à ce sujet, nous allons nous coucher. Pour savoir ce qui se passe pendant que nous dormons, nous allons passer la nuit dans cette clinique spécialisée dans le sommeil. Mais d'abord, des experts nous équipent d'électrodes. Tout ce matériel permettra d'enregistrer des informations sur l'activité de notre corps pendant la nuit. Tu vas équiper d'électrodes ton ours en peluche? Évidemment, Monsieur Grumeau a beaucoup de mal à dormir parfois. Nous serons suivis par le docteur Wahab Demek, spécialiste du sommeil. Donc le sommeil n'est pas simplement du sommeil, il en existe différents types. Absolument. Et certains types de sommeil détendent notre cerveau et le rechargent, quand d'autres types de sommeil rechargent plutôt le corps. En gros, oui. C'est ce qui explique notre besoin de sommeil. Bonne nuit, Chris. Bonne nuit, Xandre. Il est temps pour nous d'aller faire dodo. Le docteur Wahab configure l'ordinateur pour qu'il enregistre notre activité pendant la nuit, et j'espère avoir la preuve, une bonne fois pour toutes, que Xandre ronfle. Il l'a toujours nié. Mon doudou sait que je ne ronfle pas. Bonne nuit, Monsieur Grumeau. En une seule nuit, différentes phases de sommeil de 90 minutes s'enchaînent jusqu'au réveil. La première phase est celle du sommeil léger. Elle dure environ 20 minutes et c'est là que la fréquence respiratoire et le rythme cardiaque baissent. À ce stade, le réveil est encore possible. Vient ensuite une phase de sommeil plus profond. C'est là que certaines personnes parlent ou se lèvent pendant leur sommeil, car le corps est encore actif, même si le cerveau est au repos. C'est alors que débute la phase de sommeil paradoxal, lors de laquelle le cerveau s'organise et les rêves se produisent. Ensuite, ces mêmes cycles se répètent jusqu'à 4 ou 5 fois par nuit. Puis c'est le matin, il faut se lever.
Les gens me disent que je ronfle, mais je suis persuadé que c'est faux et je pense que ce sont tous des menteurs. On le saura bientôt, Xand. Je n'ai pas très bien dormi. Une chose est sûre, on n'a pas vraiment bonne mine. Découvrons pourquoi nous sommes si fatigués. Chris, cette ligne indique que tu étais éveillé. Là, tu t'es endormi. Là, ce sont les différentes phases de sommeil. Là, tu t'es réveillé, puis rendormi. Et enfin, tu t'es réveillé. Donc, en termes de bonne nuit de sommeil, je n'ai en fait eu que 2h30. Bien que j'ai été au lit pendant 6 heures, je n'ai en fin de compte dormi que 2h30, ce qui n'est pas suffisant. Et non seulement mon corps est très fatigué, mais j'ai l'impression que mon cerveau est embrumé et pas reposé. Alors, comment je m'en sors par rapport à Chris? Tu as plus dormi. Et combien de temps j'ai dormi? 4h30. Donc j'ai dormi 2 fois plus longtemps que toi. Mais 4 heures, ce n'est pas suffisant pour reposer son corps, surtout si l'on est jeune. Les enfants ont besoin d'au moins 8 heures de sommeil, car au moment de la croissance, le corps est plus sollicité. Chris et moi sommes des adultes, on a donc moins besoin de sommeil, mais la fatigue se fait tout de même sentir. Et pour ce qui est des rêves, combien on en a fait chacun? Chris, je ne pense pas que tu aies rêvé. Et Xand, tu as rêvé 2 fois. Même après un cycle de sommeil complet, je ne me suis pas reposé et je n'ai pas rêvé, ce qui peut parfois arriver. Mais cette section du graphique montre une succession de phases de sommeil paradoxales, ce qui laisse à penser que je rêvais. Combien de temps ont duré les rêves? C'était des rêves courts ou... L'un d'entre eux a duré une demi-heure. Oui, une demi-heure. Vraiment? Oui. Une demi-heure de rêve? Et pour les ronflements? Tu as ronflé. C'est vrai? Xand, la preuve est là. Tu ronfles. Mon Dieu. Quelle proportion du temps j'ai ronflé? Pendant 7% de la nuit. Tout le monde ne ronfle pas comme moi. Mais en cas de ronflement, l'air circule mal dans la bouche ou le nez et il fait vibrer les muscles détendus de la gorge et du nez, ce qui engendre ce bruit si caractéristique. Vous dormez pendant un tiers de votre vie, mais ça ne signifie pas que vous ne faites rien pendant ce temps. Vous rechargez votre cerveau et vous rechargez votre corps. Donc, si vous ne dormez pas assez, cela affectera absolument tout ce que vous ferez et vous vous sentirez vraiment très mal. Combien de rêves une personne normale fait-elle par an? Réponse A, l'équivalent du nombre de haricots blancs dans une boîte de conserve. Réponse B, l'équivalent de la distance entre Newcastle et Rome. Ou réponse C, l'équivalent du nombre d'avions décollant chaque jour d'Heathrow. La bonne réponse est B. Il y a 2350 km entre Newcastle et Rome et on rêve environ 1460 fois par an, soit jusqu'à 4 fois par nuit. Direction l'hôpital pour vous montrer les coulisses des services. Aujourd'hui, le laboratoire d'analyse du mouvement. La marche. La plupart d'entre nous n'y pensent pas beaucoup, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui l'affecte? Et plus important, pourquoi suis-je dans cette tenue? Je me trouve à l'hôpital Alder Hey de Liverpool dans un laboratoire spécial où on analyse le mouvement et je vais exiger des réponses. Tout le monde marche différemment. Votre style personnel est votre démarche. La directrice du laboratoire, Jill Holmes, va m'en dire plus. Les gens qui viennent nous consulter ont un problème. Leurs médecins veulent comprendre pourquoi ils marchent d'une drôle de façon et comment on peut les aider. Donc, plus on en sait sur la démarche de quelqu'un, et plus les docteurs peuvent prendre les bonnes décisions concernant une opération ou comment repositionner les muscles, comment aider les patients à faire des exercices pour aller mieux. Dans cet endroit incroyable, des caméras sophistiquées et un système informatique créent une modélisation 3D de la démarche du patient. Ainsi, on peut l'examiner précisément et décrire leur façon de marcher et déceler le problème. D'accord, mais pourquoi je porte cette tenue ridicule? Afin qu'on trace où tu es et ce que tu fais, on a placé des capteurs sur ton corps. Je vais partir du bon pied. Allez. Vas-y. Ça y est, j'ai fait mon bout de marche. Je vais pouvoir voir mon modèle 3D et en savoir plus. Tu as une démarche normale et efficace. Est-ce que j'ai une démarche cool, comme celle d'une star de cinéma ou un danseur, par exemple? C'est une démarche ordinaire. Une démarche ordinaire. Ma démarche pieds nus est normale, mais la plupart du temps, on porte des chaussures. Est-ce qu'il y a des chaussures qui ne sont pas bonnes pour nous?
oui, certaines chaussures sont mauvaises. Des chaussures trop petites ou certaines femmes portent des talons trop hauts. Essaye-les. Il n'y a pas d'autres coloris? Si Chris me voyait maintenant. Jill veut me montrer comment les chaussures peuvent influer sur les muscles et les articulations. J'y arrive. Je crois que je commence à prendre confiance. Je les ai impressionnés. Mais je découvre vite qu'il est très difficile de marcher vite. En observant ma modélisation 3D, on voit que mes jambes ne se tendent jamais quand j'ai des talons, ce qui a des répercussions sur tout le reste de mon corps. Donc on voit bien à quel point c'est mauvais pour la santé de porter des talons tout le temps. Cela engendrerait des problèmes de pied et à terme des problèmes aux genoux, aux hanches et au dos. En fait, tous les styles de chaussures ont un effet sur le corps, et peu importe ce qu'on porte, il est primordial que les chaussures soient à votre taille. Je sais que ma démarche est normale. Nous avons constaté à quel point les chaussures affectent notre démarche. Mais le plus décevant, c'est que mon ambition de devenir mannequin sur les podiums a été réduite à néant. Merci, Jill. Quelle quantité de transpiration un adulte produit-il en une année? Est-ce A, assez pour remplir un pistolet à eau? B, assez pour remplir un seau? Ou C, assez pour remplir une voiture familiale? La bonne réponse est la C, assez pour remplir une voiture familiale. 1264 litres pour être précis. Oh, c'est une affaire pour l'enquête. Aïe. Oh. Vos pieds possèdent plus de 250 000 glandes sudoripares. La sueur est composée de sel et d'eau, mais quand on la mélange avec les bactéries normalement inoffensives qui vivent sous mes pieds, ainsi que l'humidité chaude de mes chaussettes, on assiste à un festin. Et ce que vous sentez, ce sont les déchets relâchés par les bactéries. Nous voici à l'université de Loughborough, l'endroit idéal pour étudier tout ce qui est plein de sueur. On va comprendre pourquoi on transpire et d'où on transpire le plus. Grâce à des équipements high-tech et ce vêtement spécial, on va recueillir la transpiration de Chris. Je vais maintenant courir sur ce tapis de course dans cette pièce qui est gardée à 50 degrés Celsius. Et je vous garantis que c'est vraiment très chaud. Si votre bain était aussi chaud, vous vous brûleriez. C'est parti! Je ne fais que trottiner. Si je faisais la même chose à l'extérieur, ce serait plutôt facile. En plus, j'ai ces ventilateurs en face de moi qui m'envoient de l'air chaud dessus. Le fait de courir dans une pièce dont la température monte à 50 degrés fait grimper de façon impressionnante la température du corps de Chris. Si elle s'élevait jusqu'à la température de la pièce, il mourrait certainement. J'ai donc besoin de perdre de la chaleur et c'est très dur d'abaisser sa température quand l'air autour de soi est plus chaud qu'il ne le faudrait. Alors le seul moyen de le faire, c'est en transpirant. La transpiration sert à évacuer l'énergie de la chaleur pour nous permettre de nous rafraîchir quand on a trop chaud. Mais ça ne fonctionne pas très bien quand on porte un sac poubelle qui empêche la sueur de s'évaporer. C'est vrai, mais c'est trop tôt pour t'arrêter. La transpiration que produit Chris n'est pas uniquement constituée de sel. On y trouve d'autres éléments louches. En fait, la sueur est un peu comme le pipi. Ça ressemble à l'urine. Alors ne l'oubliez pas. La prochaine fois que vous vous passerez la langue sur la lèvre. C'est dégueu. On va avoir assez de transpiration là. C'est bon, Chris, on arrête. Voici le professeur George Avnit, un expert en transpiration. C'est un métier malodorant, mais il faut bien que quelqu'un le fasse. Il va peser les compresses du vêtement et des chaussures de Chris pour découvrir quelle quantité de transpiration il a produit et d'où il a le plus transpiré. On vient juste de me peser et je fais 1 kilo de moins maintenant qu'avant le début de l'exercice. Et ça, c'est l'équivalent de ce que j'ai transpiré. Ce qui fait beaucoup en une demi-heure, pas vrai? C'est beaucoup. Normalement, un athlète de haut niveau monte jusqu'à 3 ou 4 litres. Et toi, tu as fait un peu plus d'1 litre en 30 ou 40 minutes. C'est une belle performance. Je suis un peu vexé. Je pensais être un athlète de haut niveau. Tu peux rêver, Chris. Découvrons maintenant d'où tu as le plus transpiré. Si on compare les différentes données collectées, on découvre que tu as beaucoup transpiré du dos, le long de la colonne, plutôt que devant. Ah bon? D'accord. C'est en général ce qu'on découvre quand on analyse les gens. Tu as le plus transpiré du front, comme presque tout le monde. Souvent, c'est le double du reste du corps, et le dos en deuxième. Et pour mes pieds? C'est surprenant, mais on transpire moins des pieds qu'on imagine.
Souvent, on porte des chaussures et ça emprisonne la transpiration. C'est pour ça qu'on pense qu'on transpire beaucoup des pieds. Mais quand on prend les mesures, la transpiration des pieds représente 1/5 de la totalité du corps. On a appris que ce n'est pas des pieds que Chris transpire le plus. Mais est-ce de là qu'il sent le plus? On va voir ça. En courant dans la salle chauffée, j'ai beaucoup transpiré. Mais qu'est-ce qui sent le plus mauvais? Les compresses sur mon corps ou mes pieds? Il va falloir trouver quelqu'un qui accepte de sentir ça d'abord. Non, merci. Non? Vous êtes sûr? Ouais. Renifler mes baskets? Non? D'abord, la transpiration de son corps. Vous en dites quoi? Ça sent pas très bon. C'est pas une super odeur. Ok, et maintenant une basket. Oh, c'est horrible, c'est dégoûtant. Oh ouais, c'est terrible. Oh, Burke. Je crois qu'on a un gagnant odorant. Mes pieds sont de loin les plus odorants et ce n'est pas une surprise. Ça, c'est les baskets de Xande. C'est toi qui les avais? Même si nos pieds transpirent moins que d'autres parties du corps, ils sont les plus malodorants. C'est parce qu'on les enferme dans des chaussures tous les jours. Mais sans la transpiration, le corps serait incapable de réguler sa température et on ne pourrait pas survivre.